Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 4 dernières lectures, mais uniquement des lectures qui m'ont marqué. Je vais faire du coup un petit format un peu différent, dans le sens où au lieu de vous présenter tout ce que j'ai lu, même si j'ai pas forcément beaucoup lu plus que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je vais vous présenter uniquement des lectures qui me tiennent à cœur, qui je pense peuvent vraiment vous apporter quelque chose, et j'ai décidé de ne pas forcément vous présenter, en tout cas plus sur YouTube, des lectures qui ont été soit moyennes, soit sympathiques, mais pour lesquelles je n'ai absolument rien à dire, et du coup pour lesquelles on n'a pas vraiment besoin d'avoir une vidéo. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. Je vais essayer de faire 10 minutes, 4 ouvrages, et 4 ouvrages dont un énorme coup de cœur que je vais évidemment garder pour la fin, pour ménager un petit peu le suspense. Le premier livre que je vais vous présenter, que j'ai pu lire au mois de janvier, qui a été une très très belle lecture, en tout cas très émouvante et très touchante, il s'agit de La vie en chantier de Pete Fromm, et c'est édité chez Gallmeister. Depuis, il est évidemment sorti chez Gallmeister en poche, dans leur collection poche Totem, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à le découvrir, il est en plus petit format, et en plus en général, il est souvent présent d'occasion. Je me le suis moi-même pris d'occasion. La vie en chantier de Pete Fromm, c'est vraiment une histoire très humaine, très touchante. En fait, on va suivre Marnie et Taz, qui sont un couple d'Américains qui vivent dans une petite ville, qui ont acheté comme un chalet, une maison à entièrement retaper. Ils sont très heureux, c'est un couple qui est très très heureux. Ils ont la joie de vivre, l'envie d'y aller à fond. Taz, lui, il est charpentier. Donc il crée des meubles, il travaille le bois, et il est très très doué, il est très doué de ses mains. Et Marnie, pour le moment, elle est enceinte, et donc on suit Taz et Marnie dans les derniers moments de grossesse de Marnie. Sauf que malheureusement, ce bonheur à deux ne va pas durer. C'est au tout début du livre. Mais il va y avoir un drame, et on va suivre comment Taz va essayer de survivre à ça, de rebondir, de se créer une vie différente. Il va faire face à la fois au deuil, à la fois à la reconstruction, à la fois à qu'est-ce que c'est finalement de vivre quand on a un peu tout perdu. C'est une très très belle histoire, qui est très émouvante d'ailleurs, je pense que ça se voit, voilà, ça m'a beaucoup touchée. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, parce que quand on aime un livre, on ne sait pas forcément comment le présenter. Celui-là, il est tout en émotion, il est très accessible. La plume de Pete Fromm, je l'ai trouvé très réaliste. C'est très rare que dans les ouvrages où il y a des dialogues, je trouve le dialogue réaliste, dans le sens où ça pourrait être quelque chose qui soit effectivement dit en fait dans la réalité. Et ici, j'ai trouvé que on y était, quoi. On était dans cette maison à retaper, on y était au pub du coin, on était avec Taz, on vibrait avec lui dans sa reconstruction, on souffrait avec lui, et j'ai trouvé que c'était un très bel ouvrage. Et juste après cette lecture, je me suis procuré Mon désir le plus ardent, qui est un autre livre de Pete Fromm, pour continuer à découvrir sa plume. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester La vie en chantier. Ça se lit assez vite, et en tout cas, je pense pas que vous puissiez sortir indemne de cette lecture. Le deuxième ouvrage que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui, il s'agit de La bibliothèque de minuit de Matt Haig, c'est édité chez Mazarine. Matt Haig, c'est un auteur que j'aime énormément, qui fait aussi beaucoup de SF, qui fait un peu de tout, du développement personnel, de la SF, voilà, qui est très hétéroclite, et j'aime beaucoup ça. La bibliothèque de minuit, pour être très honnête, ça passe ou ça casse. Voilà, je pense que c'est un livre qui va pas du tout parler à tout le monde, vraiment pas.
Mais si ça vous parle, ça va vraiment enclencher quelque chose. Par contre, si ça vous parle pas, vous allez complètement passer à côté. Donc, de façon très transparente, j'aurais envie de vous dire peut-être essayez de vous le procurer en médiathèque ou attendez la version poche parce que bah évidemment c'est un livre qui coûte 22 €. Donc pour un livre qui passe ou qui casse, bah voilà, tout le monde n'est pas prêt à mettre ce prix. Je connaissais déjà Matt Haig et donc j'avais vraiment envie de le découvrir. C'est pour ça que je me le suis procuré dès sa sortie. Et la bibliothèque de minuit, moi, ça a vraiment fonctionné avec moi. En fait, la bibliothèque de minuit, c'est pas vraiment ce qu'on a essayé de me vendre, j'ai l'impression. Quand je regardais les reviews, les chroniques un petit peu anglo-saxonnes, on mettait toujours ce livre un peu dans le fantastique, un peu de la fantasy, pourquoi pas un peu science-fiction, des vies multiples, et ça s'arrêtait là. Mais en fait, ce livre, c'est un livre de développement personnel. Voilà. Soyons très honnêtes, dans ma librairie, il était classé dans, vous savez, tous ces livres un petit peu doudou, un petit peu feel good, développement personnel, et je trouve qu'il a sa place là. Donc si c'est pas votre truc, n'y allez pas. Parce que si vous voulez de la fantaisie, si vous voulez du gros fantastique, c'est pas du tout le genre de livre que vous allez aimer. Si les problématiques développement personnel peuvent vous intéresser et que en plus bah, tout ce qui est fantastique vous aimez, là peut-être que ça va être pour vous. En gros, dans la bibliothèque de minuit, on suit Nora. Nora, elle a 35 ans, elle travaille chez un disquaire, elle n'aime pas vraiment sa vie. Elle est un peu au bout du rouleau. Elle a un chat qui va d'ailleurs décéder au tout début. Voilà, je ris nerveusement parce que c'est pas drôle du tout, évidemment. Elle se sent très seule. Elle est en rupture avec son frère. Ils se parlent plus vraiment. C'est compliqué avec sa famille. Voilà, Nora, elle est un peu au bout du rouleau. Et donc, au début, donc c'est dans les tout premiers chapitres, elle va décider de mettre fin à ses jours. Donc, elle va prendre des médicaments en grande quantité et elle va s'endormir. Et sauf qu'au lieu de se réveiller, on ne sait pas où, elle va se réveiller dans la bibliothèque de minuit. La bibliothèque de minuit, c'est un espace en fait où il y a tous les livres de sa vie, toutes les possibilités, tous les embranchements qu'elle aurait pu prendre dans le passé et pour le futur, tous ces possibles en fait. Il y a des milliers de livres et je trouve que c'était ça qui était beau. Ce livre, ça ouvre le champ des possibles. Et en fait, Nora, elle va avoir la chance et l'opportunité de pouvoir tester d'autres vies et lui montrer que il y a plein d'autres vies dans lesquelles elle peut être très heureuse et que en fait, elle est passée à côté de certaines choses, qu'elle a encore plein de possibilités devant elle et donc elle va tester plusieurs vies comme ça. Et l'idée, c'est qu'elle trouve la vie dans laquelle elle peut être heureuse et épanouie. Et j'ai trouvé que c'était un très bel ouvrage. Si, comme moi, vous êtes un peu perdu dans votre vie, hein, je sais pas si c'est un truc de trentenaire, mais je remarque qu'autour de moi, tout le monde est un petit peu perdu. Et moi, je trouve que c'est un livre qui m'a fait du bien, qui m'a ouvert le champ des possibles. En fait, ça m'a fait me rendre compte que la vie que je voulais, elle est devant moi. Il suffit juste de la construire. En fait, on construit la vie qu'on a envie. Alors évidemment, il y a des contraintes. Hein. Je ne dis pas, je dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes familiales, il y a des contraintes de où on habite. Évidemment, le champ des possibles est beaucoup plus restreint pour certaines personnes. Mais moi, ça m'a ouvert les yeux. C'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Et si peut-être vous en êtes là dans votre vie à vous poser des questions, peut-être que c'est un livre qui peut vous aider. Voilà, je dis pas qu'il va résoudre tous vos problèmes, mais en tout cas, ça va vous faire réfléchir sur certains points et voilà, ça a eu ce mérite. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il parlera pas à tout le monde parce que peut-être que quand on est très bien dans sa vie, on n'a pas besoin de lire ce livre. Peut-être que quand on veut de la fantaisie, c'est pas du tout ça. Voilà, donc j'espère vous avoir expliqué un petit peu pour quel type de lecteur est fait ce livre et que du coup vous irez en pleine conscience. En tout cas, je vous le recommande parce que moi, il m'a provoqué des émotions. Il m'a fait du bien. Il m'a fait réfléchir et c'est tout ce que je demande en fait pour un livre.
en tout cas pour ce type de livre. Donc voilà, belle découverte. Et évidemment, je continuerai à lire Matt Haig, puisque, comme d'habitude, c'est une réussite avec moi. Troisième ouvrage que je vais vous présenter, un essai. Et oui, ça change un petit peu, puisque j'en lis très très peu. Il s'agit des Grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est de Titiou Lecoq et c'est édité chez... L'Iconoclaste. Voilà, je vais trouver. C'est édité chez l'Iconoclaste. Les Grandes oubliées, en fait, c'est presque un livre d'histoire, un livre de vulgarisation historique, très bien fait, très facile d'accès, très bien expliqué, qui va nous montrer, en fait, depuis la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, là j'en suis au 19e, donc j'ai presque fini, mais je vous présente quand même, qui va, par époque, en fait, vous présenter le rôle des femmes qu'on ne connaît pas forcément, le rôle des femmes qui a été peut-être oublié, effacé de la grande histoire qui a été écrite par les hommes. Ça va nous présenter de grandes femmes, de grandes figures très inspirantes qui, pareil, ont été complètement oubliées, qui vont être remis en fait sur le devant de la scène. Ça m'a énormément inspirée. Ça a déconstruit en fait des choses qui sont comme intégrées en fait. Notamment sur la préhistoire, j'ai trouvé ça très instructif, et l'Antiquité, des choses qui ont finalement été construites en fait dans la manière dont on a appris et appréhendé l'histoire. Et finalement, la manière dont on a appréhendé l'histoire, c'est vraiment avec un biais du 19e siècle. Donc cette société qui est quand même très patriarcale. Voilà, ça déconstruit en fait, j'ai envie de dire les mythes et légendes, mais ici on parle de réalité. Ça nous présente de grandes figures, ça nous fait réfléchir, ça nous montre que tout est possible, encore une fois, que beaucoup de choses sont possibles, qu'il y a énormément de femmes qui ont fait de grandes choses, que parfois le combat malheureusement a été perdu et qu'il a fallu reprendre ce combat, donc on n'a rien inventé, hein, clairement. Ni MeToo, ni les féministes des années 60, mai 68, non. Tout ça, ça prend sa source bien avant, mais c'était très 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 intéressant. Et voilà, c'est le genre de livre que j'ai envie de faire lire à tout le monde, hommes, femmes, dans le cadre d'études d'histoire au collège, au lycée. Je trouve que c'est des choses qui devraient être sues, qui sont importantes, qui mettent en valeur des écrivaines, des historiennes, des chercheuses, des scientifiques. Et voilà, c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est dommage que ça sorte qu'en 2022. Hein. Je pense que ça fait longtemps qu'on aurait eu besoin de livres comme ça. En tout cas, il est nécessaire et il a le mérite d'exister. Et pour tous ceux qui ont un peu peur du côté historique, vulgarisation, c'est très accessible, c'est très facile à lire. Titiou Lecoq, elle a aussi une plume qui est un petit peu ironique. Elle rajoute des petites références, des petits pics parfois, c'est assez drôle. C'est très agréable à lire. Et personnellement, tous les 2 jours, j'essaye de lire 1 ou 2 chapitres. Et voilà, c'est une lecture très agréable qui se lit aussi en une traite. Ça peut tout à fait se faire. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Je pense que ça peut faire du bien, notamment dans pas mal de discussions autour du repas familial, d'avoir un petit peu de perspective sur certaines choses. Voilà. Donc, les Grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et je vous l'avais annoncé dès le début de cette vidéo, mon coup de cœur, le voilà mon coup de cœur, lorsque le dernier arbre de Michael Christie s'est édité chez Albin Michel. Ça faisait partie de la rentrée littéraire, donc de l'année dernière. Et voilà, ça a été une claque monumentale pour l'instant. C'est le roman que j'ai préféré depuis ce début d'année, et sûrement depuis plus que ces débuts d'année. Ça a été vraiment une lecture, waouh, vraiment, c'est difficile de trouver les mots pour vous décrire à quel point j'ai été profondément choquée, touchée, émue, transportée par cette histoire. Donc lorsque le dernier arbre, en fait, c'est une espèce d'épopée familiale et écologique. Donc oui, c'est assez étonnant. En fait, on va prendre la métaphore, et pas que sous forme de métaphore, de l'arbre. Je vais vous montrer. Voilà. En fait, on va partir de cet arbre et pour montrer que les différentes en fait
rainures de l'arbre. Je suis désolée, je ne connais pas le mot, mais je pense que vous avez compris. Donc chaque rainure correspond à des années, et en fait on va remonter le temps. Donc au tout début, on va être en 2038, et puis on va suivre en fait les générations précédentes, un peu tous les 50 ans, et donc on va traverser les époques autour d'une famille, autour de certaines personnes d'une famille, et aussi autour des enjeux écologiques. Et enjeux écologiques qui étaient évidemment pas du tout présents au tout début, il y a encore quelques siècles, et qui est majeur en 2038, et également à notre époque. Donc en 2038, on va être dans une île qui est protégée, une île où se trouvent de très très grands arbres, c'est l'île de Greenwood, et en fait c'est un écosystème protégé qui est maintenant limite que pour les millionnaires, et en tout cas il faut énormément d'argent pour y résider, ne serait-ce que quelques jours, pour voir les arbres, les sentir, les toucher, puisque tous les arbres sont morts. La planète est devenue complètement invivable, et donc on suit Yacinda qui elle vit et guide en fait sur ce refuge. Donc dans cette petite île qui fait un peu paradis sur Terre par rapport au reste où la population asphyxie, et dans lequel il faut être très très riche pour pouvoir se payer entre guillemets l'aération et l'air qui est nécessaire. On est donc clairement dans un apo, si vous voulez, hein. C'est pas un post-apo, c'est juste nous dans 30 ans en gros. Et en fait on va revenir au fur et à mesure aux racines de Yacinda, à ses parents, à ses grands-parents, et petit à petit on va aller de génération en génération. Ils ont toujours ce lien avec les arbres, puisqu'on va passer de bûcherons, de sociétés arboricoles, de personnes qui ont exploité, qui ont vendu les arbres. Évidemment on voit du coup l'évolution des enjeux écologiques, et en même temps on voit l'évolution de cette famille qui par leur choix en fait, des choix qui, pour certains, en fait, ont eu des conséquences sur les générations futures. C'était vraiment... c'était bouleversant. C'était à la fois extrêmement bien écrit, extrêmement juste. J'ai trouvé ce roman d'une justesse. Et il y a, je trouve, dans la plupart des personnages, honnêtement, quelque chose de très intéressant. Et quelque chose de touchant. Il y a des personnages, évidemment, qui touchent plus que d'autres. Mais... Et puis de voir les liens en fait qui se créent entre ces différents personnages qui ont tous des générations d'écart, mais qui finalement sont ultra connectés par leurs choix, par leurs décisions, par leur descendance. Et c'est une très 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 belle histoire belle. Bon, vu la situation de 2038, pas forcément, mais c'est une histoire à découvrir vraiment, qui est marquante, qui je sais va vous toucher. Je pense que celle-ci, elle est... il faudrait être vraiment de marbre en fait pour pas prendre cette histoire dans ses tripes. Voilà, c'est une histoire de tripes en fait, lorsque le dernier arbre. Et personnellement, je suis pas la fille la plus écologique. Hein. J'essaie de faire des petits efforts au quotidien, mais je me bats pas pour ça au quotidien. Ça m'a, je sais pas, ça a ouvert quelque chose en moi par rapport aux arts, par rapport à la nature. Attends, je suis vraiment la fille city girl, quoi. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a mis un uppercut au visage, en fait. Si aujourd'hui j'ai du mal à trouver mes mots pour vous en parler, c'est que même 2 mois et demi plus tard, c'est un roman qui est encore en moi. Il est resté là. Il est là. Et c'est rare. Voilà. Tous les livres ne restent pas là. Il n'y a pas la place, en fait, ici, pour tous les livres. Et je me dis que si vous êtes ne serait-ce que 2-3 à vouloir le lire et que vous avez le même ressenti que moi, alors j'aurais tout gagné. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. Et c'est pour ça que je vous partage mes avis lecture. Quoi d'autre sinon? Voilà. Donc, j'espère que voilà, la présentation de ces 4 livres vous auront donné envie. Qui, en tout cas, vous auront provoqué... cette petite étincelle, est-ce que j'ai envie de le découvrir? Est-ce qu'elle a réussi à me faire envie? En tout cas, s'il y en a un à retenir, c'est celui-là, je pense que vous l'aurez compris. Mais c'était vraiment 4 belles lectures, et je vais continuer de faire ça, de vous présenter uniquement des romans qui
qui apportent quelque chose, voilà, qui transportent, qui font voyager, qui ont des personnages incroyables, qui ont une très belle histoire, qui apprennent quelque chose, et pas les romans qui sont juste bon, c'était sympa, sans plus. Voilà, ça, je pourrais garder sur Instagram. Donc j'espère que cette nouvelle manière de faire vous plaît, et puis je vous dis à bientôt en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vus lus et si vous en donnez envie. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis on se dit à une prochaine. Allez, bye!